travaille chez CEV depuis presque 19 ans déjà. Merci. Je m'en viens vieux, là. Donc, quand j'ai commencé, c'était des Quadra 950. Ça a évolué pas mal depuis ce temps-là. Et puis, je m'occupe surtout de support technique chez CEV, puis de démontrer les produits. Donc, je suis un spécialiste de produits à vide. J'aide les représentants également pour finaliser des ventes. Et puis, donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des nouvelles fonctions assez intéressantes avec le Media Composer 7. Mais on va commencer avec Interplay, parler un peu d'Interplay Central. Interplay Central, c'est un logiciel qui est web-based. Donc, on n'a pas besoin d'installer un logiciel, un driver sur un ordinateur. C'est vraiment, tu te logs sur une page web, sur Safari, sur un Mac ou sur Google Chrome, sur Windows, ton user, ton mot de passe, et que tu sois n'importe où dans le monde, avec une connexion Wi-Fi ou une connexion 4G, tu peux accéder directement à la base de données d'Interplay. Donc, Interplay, c'est un asset management. Et puis, tu peux browser l'information, les clips. Ça, c'est l'interface qu'on voit ici. Donc, tu as un viewer qui te permet de jouer ton matériel, des proxys. Tout dépendant de la connectivité que tu as, tu vas avoir une meilleure qualité d'image. Donc, tu peux faire jouer ton matériel. Dans la section numéro 2, tu gères tes projets, tes bins. Dans la section numéro 3, bien, il y a un timeline. Le timeline peut être horizontal ou vertical. Tu peux faire du montage, mettre des dissolves, faire des straight cuts. Et tu peux aussi mettre des marqueurs, des locators dans la section numéro 4, mettre des commentaires que tu vas pouvoir exporter pour le monteur qui va pouvoir importer dans sa bin et avoir un update automatique de ces locators-là dans une séquence. Un autre exemple de l'interface, parce que l'interface peut être customisée avec le timeline vertical. Pour les journalistes qui ont des scripts, on va dans la section 4. C'est un peu différent qu'un monteur traditionnel. On a même un mixeur. On peut également faire des voice-over. On voit ici, on peut mettre des effets dans le timeline. Donc, c'est un logiciel de base pour le montage, mais on n'a pas besoin d'avoir la puissance d'un ordinateur comme on aurait avec un Media Composer. Pour fonctionner avec un Interplay Central, bien sûr, il faut que, à la maison de post-prod ou chez un broadcaster, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un back-end. Donc, il faut avoir Interplay Production, le asset management. Il faut avoir également un share storage. Donc, chez Avid, on a le i6 5000, share storage, et on a aussi le i6 7000. Donc, share storage, Interplay Production et également l'ajout d'un serveur qui va permettre de streamer en temps réel le matériel, les proxys qu'on va pouvoir accéder à partir d'Interplay Central. La différence entre Interplay Central et Interplay Sphere, Interplay Sphere utilise Media Composer. Donc, encore une fois, qu'on soit n'importe où à travers le monde avec une connexion quelconque wireless ou 4G, on peut monter. Là, on parle vraiment à ce moment-là d'un logiciel cloud. Media Composer devient un logiciel qui permet d'éditer à partir de n'importe où et d'accéder le matériel, les proxys, à distance. Un journaliste peut, en plus, pendant qu'il fait le montage, uploader à la station, soit des proxys, il y a un setting pour uploader des proxys, ou les iRes, ou les proxys, les iRes. Donc, si la connexion n'est pas tellement grande, on peut demander d'envoyer les proxys. Puis lorsque c'est pour une maison de post-prod, à ce moment-là, si on a vraiment besoin de iRes, on peut le faire. Ça se passe en background, donc il y a un service qui roule qui permet à ce moment-là de transcoder le matériel puis d'uploader les clips. Un autre setting qu'on a, c'est au niveau des caches. Donc, encore là, le fait qu'on peut avoir une connectivité plus lente ou plus vite, on peut demander d'avoir un disque cache qui est plus bas lorsqu'on a une connectivité rapide et demander de cacher plus de fichiers parce que sur le disque local, il va y avoir des JPEG qui vont être utilisés pour pouvoir streamer le matériel. Ben voilà pour l'introduction d'Interplay Central puis Interplay Sphere.
C'est sûr, si vous avez plus besoin d'informations, vous pouvez, on va pouvoir vous en donner peut-être après la démonstration ou quand vous allez communiquer avec nous. Maintenant, Media Composer. Oui. C'est ça. Soit sur la plage, tu vas pouvoir monter tranquillement en buvant ton drink. Exactement. Media Composer 7. Il y a une belle évolution du logiciel depuis quelques années. Il y a à peu près 2 versions majeures par année. Depuis la version 5, là, 5, 5.5, 6, 6.5, ça ne fait pas longtemps non plus. Puis le 7 qui sort à peu près vers la fin juin. Première nouveauté, on va parler tout de suite du prix, pour le fun. Il va se détailler 1 000 $. Donc le logiciel, il va être 999 US à partir de fin juin, quand il va sortir. Ça, c'est une grosse différence par rapport à avant. Il y a une option Symfony maintenant, donc le produit Symfony en tant que tel n'existera plus. Ça va être une option au Composer. Puis c'est une option qui va coûter 1 499, donc 1 500 $ US. Donc déjà, il n'y a pas longtemps, un Symfony, ça coûtait 5 500 à peu près, moins que 6 000. Puis là, il va devenir 2 500, Composer combiné avec Symfony. Nouvelle fonctionnalité qu'on va voir dans quelques instants. On voit un petit peu à l'écran FrameFlex. Qu'est-ce que c'est? Ça nous permet, à partir d'une image 2K, 4K, d'aller reframer, d'aller choisir une section dans cette image-là, on va le voir. Support de LUT 1D, 2D, 1D et 3D. Dynamic Media Folder qu'on va voir. Background Process, donc pouvoir transcoder, consolider, copier en background pendant qu'on continue à monter. Nouveau codec, FileBase, l'audio, puis InterplaceFair qu'on a vu tantôt. Donc, on va voir ça. C'est une chose importante qu'il faut que je vous mentionne quand même. C'est une version bêta 2, depuis la semaine passée. Et puis, ben voilà, on commence. La première fonctionnalité, je peux seulement la mentionner parce qu'elle n'est pas encore prête pour le Mac dans cette version-là. Elle est prête pour le Windows, dans la version bêta 2. C'est Dynamic Media Folder. On se crée un répertoire sur le bureau, exemple, et on drague des fichiers AVCHD ou des fichiers RED, et on associe un profil, puis ce profil-là, on dit de linker AMA. On dit également copie mes fichiers ailleurs. On lui dit consolide ou transcode dans tel codec. Et puis, relink une fois que le link AMA est fait. Et on peut même faire un check-in dans le Asset Management Interplay. Donc, tout ça, toutes ces opérations-là, ces actions-là sont dans le profil associé à un folder qui devient comme un watch folder. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Media Folder. Et puisqu'on drague des fichiers dans un répertoire et qu'on utilise le AMA, ce que ça veut dire, c'est que le AMA est maintenant managé comme les Avid Mediafire. Donc, il y a des databases, pour ceux qui connaissent bien Avid, .pma, .mdb, associés au AMA. Ce que ça veut dire également, c'est qu'on peut utiliser, je vais vous le montrer dans quelques instants, on va faire un premier AMA. OK? On est dans une bin que j'ai appelée Harry. Nouvelle fenêtre du AMA. On peut gérer du AMA volume ou AMA files directement dans la même fenêtre. On va aller pour notre folder Harry. On a nos 2 clips AMA qui sont là. Tout le métadata du Harry, c'est du DNX 175 10 bits qu'on a là, avec la Alexa. Puis on a tout le métadata qui se trouve dans notre bin. Si on ouvre le MediaTool, ben le MediaTool nous montre nos fichiers AMA. Ça, c'est nouveau. Puisqu'on a des databases, il peut gérer ça. Ce que ça veut dire, excuse-moi. Oui. Oui. Il crée un AF. Il crée un AF, il crée des fichiers database, PMA, MDB, puis il crée un fichier XML également. Si j'efface mes 2 clips dans ma bin, les 2 lignes que j'ai fait, puis je vais fermer mon
mon Media Tool. Mettons que, bon, mes clips, je les ai plus, je retourne dans mon Media Tool. Les 2 clips, vu qu'ils sont gérés, je peux les prendre puis je peux les draguer dans ma bin. Fait que ça, c'est nouveau. Donc, le Dynamic Media Folder AMA permet de gérer notre matériel sans les avis de mes affaires. Mais quand même, lorsqu'on fait des grosses productions, lorsqu'on fait du multicam, oui, l'AMA avec les nouveaux ordinateurs rapides permet de gérer, puis le fait qu'on ait 64 bits, il ne faut pas oublier que depuis la version 6 de Media Composer, on peut gérer beaucoup plus de mémoire avec le 64 bits. Donc, tout ça fait qu'on peut se permettre de travailler peut-être plus en AMA, mais quand même, il y a un temps qu'on veut consolider ou transcoder. Et ce qu'on peut faire maintenant avec cette nouvelle version-là, je sélectionne un clip, je m'en vais dans ma fenêtre Consolidate Transcode, je choisis Transcode, mon disque. Petit détail qui peut être intéressant, Transcode Only AMA Link Media, qui est nouveau. Donc, si on a une séquence qui a du AMA et du non-AMA, bien là, on peut justement juste transcoder ce qui est AMA ou consolider ce qui est AMA. Ça nous permet moins de casse-tête au niveau de la gestion. Bon, on va transcoder en DNX36 comme codec. Ce qui est nouveau, Run in Background. Donc, il y a un service qui roule en background. Là, il a créé un nouveau clip .new, bien sûr, qui est offline. Il y a une nouvelle icône dans le timeline ici qui nous permet de voir ce qu'il est en train de faire comme job de transcode. Ce qui est intéressant également, c'est que ce service-là, il roule même si la vide est fermée. Donc, on peut fermer Media Composer et il continue le travail. Également, on peut ouvrir une page web et avoir la même information que ce qu'on voit ici dans le background queue. Donc, on va le laisser faire son travail. Pendant ce temps-là, je peux continuer, je pourrais travailler sur une séquence. Ça, c'est une séquence qui est en XDCAM HD. Puis ce qu'on fait là comme opération Background Transcode, avec le Dynamic Media Folder, c'est ce qui se passe. Sauf que là, on a associé différentes actions à notre folder. Puis, dès qu'on ajoute des nouveaux fichiers à ce folder-là, à ce moment-là, le logiciel va nous indiquer que les nouveaux clips à être prêts à être amenés dans le logiciel. Puis, le statut offline et relink va se faire à ce moment-là quand le transcode est fini. Juste aller voir où est-ce qu'il est rendu. Il est presque fini, voilà. Fait qu'on a notre nouveau clip qui est transcodé, qui lui est en DNX36, on le voit dans la bin vidéo. Là, on remarque que c'est une image qui vient de la Harry. L'image est un peu flat, comme on peut voir. Dans la nouvelle version, on peut gérer les LUT, les CDL. Comment ça fonctionne? Soit qu'à partir de la bin, on sélectionne plusieurs clips, puis on fait la modification, ou on peut le faire aussi à partir du source. Si je le fais ici, présentement, je m'en vais dans Source Setting, Color Encoding. Donc, Arri Alexa Log C. Si je clique sur Auto, automatiquement, il m'a appliqué un Rec 709, donc un log C de Arri vers un 709. Et ce que je viens de faire sur un seul clip, si j'avais sélectionné plusieurs clips dans une bin, il l'aurait appliqué sur tous les clips également. Donc, ça nous permet, tout au long de la production, de gérer et de visionner correctement pour avoir une image qui est flat, qui est moins intéressante. Donc, si je fais juste ouvrir ma séquence comme ça ici, voilà, je la mets dans le timeline. Et puis, si j'ajoute un autre clip dans le timeline qui est flat, comme ça ici, mais qu'à partir de la bin ou à partir du source, on va le faire à partir de la bin, ce coup-là. Donc, cette source. Donc, je fais un automatique, je fais OK. Dans mon timeline, bien sûr, il n'a pas updaté, mais on a la fonctionnalité de refresh sequence, que ce soit pour du reformat,
pour du color adapter et ainsi de suite, on peut, à ce moment-là, aller faire un refresh de la séquence. Des clips qu'on n'aurait pas changé le LUT. Donc, on gère les LUT 1D, 3D et les CDL. Et si on exporte un AAF à partir de notre séquence, le AAF qu'on va amener dans un Resolve, dans un Scratch, dans un Lustre, l'AAF va contenir cette information-là des color transformations couleurs qu'on a fait. Oui? Ça, c'est des transformations brutes, quand même. Oui. Est-ce que ça ne change pas la relation qu'il y aurait, mettons, que quelqu'un aurait tourné avec un filtre bleu, par exemple, pour filtrer l'image? Ça ne changera pas la relation qu'on a avec les teintes? Nous, ce qu'on fait, c'est quand on fait le link AMA, on lit le metadata. Si, dans exemple, avec le red, on lit à ce moment-là, si je m'en vais dans ma bin de red, OK, on va faire un link AMA de quelques fichiers red. Fait que ça, c'est du red 4K. Si je sélectionne mes clips, je m'en vais dans cette source. Donc, dans AMA Source Setting, il détecte le color space. Je peux changer le color space du red. Je peux loader un RMD ou un RSX, puis faire différents changements. Donc, avec le red, excusez, ça fonctionne comme ça. Avec le ARRI, il détecte, là c'est une version bêta, il détecte automatiquement quand c'est le ARRI ou quand c'est du Sony, que c'est un log C, ARRI ou Sony. Et puis, donc, on ne change rien au niveau de la source. Il lit ce qu'il y a dedans. Vu qu'on est... Oui? C'est un très beau feature. Vu qu'on est dans le red, on va faire quelque chose d'intéressant. On a des images qui sont 4K. On va ouvrir celle-là. Et puis, encore une fois, on va faire un source setting. Une nouvelle feature pas mal intéressante qu'il y a dans cette version-là, c'est FrameFlex. On voit en haut l'image qui est détectée. Le raster dimension est de 4096 par 2048, donc c'est une image 4K. Et en bas, c'est ce qu'on veut que ça devienne. On a le petit setting ici, Same Size as Project, donc on veut voir HD. Le petit wireframe ici, notre cadrage, nous permet de voir notre 1920 par 1080 et on peut aller recadrer. On voit le final ici. Supposons qu'on veut recadrer comme ça, puis on peut y aller center crop ou stretch, donc différents reformats qu'on peut appliquer. Ce que je fais là sur un clip, je peux l'appliquer sur plusieurs clips également. Donc, je fais OK. Juste loader ma séquence comme ça ici. On va mettre le clip dans le timeline. Donc, il y a un petit point vert qui indique qu'il y a un motion, pas un motion adapter, mais un frame flex d'appliquer. Si je m'en vais dans Effect Editor, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut aller performer un pan dans l'image. Donc, j'ai mon wireframe, j'ajoute un keyframe. Et on voit ici le Effect Analysis. Donc, ça me montre l'effet, ce que ça va donner. Je m'en vais au dernier, la shot, à la fin de la shot. Je me mets un keyframe. Et je peux aller faire un pan dans l'image. Et on peut voir le preview ici, puis le faire jouer. Donc, on a préservé l'information 4K, mais on recadre dans l'information de tous les pixels 4K notre image 1920 par 1080. Donc, on est en voie d'aller vers du Resolution Independent qu'on n'a pas encore. Oui, Mathieu? Bientôt. C'est vrai? Ça passe vite. Hein? Vous êtes mon premier public en passant pour ça. Puis comme je disais, c'est une version bêta qui date de la semaine passée. Donc, j'achève. Merci. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le FrameFlex. Au niveau des codecs, on supporte maintenant le XAVC intra 100 mégabits dans cette version-là. On supportait déjà le 4K RAW de Sony, de la F65, exemple. Et puis, le XAVC 4K sera supporté un peu plus tard. JPEG 2000, c'était déjà des codecs qu'on supportait avec la version 6, si je ne me trompe pas. Au niveau de l'audio, des choses qui ont changé.
Dans le mixeur audio, pour ceux qui connaissent bien Avid, on peut dans cette version-là resizer, parce qu'avec la version 6, on ne pouvait pas resizer comme on voulait l'audio mixer. Également, on peut demander au logiciel, mais montre-moi pas tel élément dans l'interface, montre-moi pas les pannes. Donc, on peut customiser plus l'audio mixer. On remarque qu'on a ici 5 petits carrés, 5 rectangles. Ça nous permet d'appliquer des effets real-time directement à partir du mixeur audio au lieu de le faire dans le timeline, avant on le faisait ici. Un gros changement, c'est un master fader. Donc, si on veut appliquer un compresseur ou un EQ sur notre show complet de notre séquence, on peut l'appliquer. Donc, on a un slider qui est un master fader. Également, on peut appliquer donc un effet real-time audio plugin sur notre séquence complète, un compresseur ou, comme je disais, un EQ. Dans le timeline, on peut directement, si on veut, changer le volume. Ça, c'est nouveau également. Ou on peut, en tenant deux fonctions, avec Shift et Option, les flèches, changer notre volume également. Fait que ça, c'est nouveau. Les waveforms audio, maintenant, sont cachés. Donc, si on a demandé une fois ce waveform-là pour notre séquence, il va sauver dans notre projet sur le disque dur cette information-là. Fait que la prochaine fois qu'on load notre projet, on n'aura pas à attendre au refresh du waveform. Je mentionnais l'option Symphonie. Donc, la correction de couleur du Symphonie, comme on la connaît, est disponible dans un Media Composer. Ça devient, en fin de compte, un Symphonie. Et bien sûr, juste vous montrer, il ne faut pas oublier qu'on peut ajouter à la correction de couleur d'un Composer Symfony des surfaces de contrôle comme le Artist Color. Et bien sûr, on a d'autres surfaces de contrôle qui existent pour le Mix Transport, pour le Media Composer. Pour ceux qui connaissent plus au niveau broadcast, le AS11, on peut exporter un volume AS11 ou AS02. C'est des spécifications précises broadcast, puis dans la version AS11, on peut définir dans un show, bloc A, bloc B, où est-ce qu'il y a des pauses, puis on peut maintenant mettre des marqueurs, un range de marqueurs. Il me reste combien de frames? C'est pas mal ça? Moi, j'ai fini. J'ai fait le tour, je pense. Mais merci Jean-François.